Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans les matins du Sénat, l'émission qui décrypte avec vous les travaux des sénateurs. Avec l'élection du nouveau président Joe Biden, les États-Unis ont-ils renoué avec leur diplomatie traditionnelle à laquelle Donald Trump avait mis un coup d'arrêt? C'est à cette question que les intervenants de cette table ronde organisée le 31 mars dernier par la Commission des Affaires étrangères du Sénat ont répondu. Relations des États-Unis avec l'Union européenne, mais aussi avec la Russie ou encore la Chine. Laurence Nardon de l'Institut français des relations internationales et Corentin Célin, professeur agrégé d'histoire et spécialiste des États-Unis, ont livré leur analyse aux sénateurs sur tous ces sujets diplomatiquement très sensibles. Je vous propose qu'on regarde tout de suite cette table ronde et je vous retrouve juste après. Pour ma part, je vais essayer donc de dresser un tableau de ce qu'on peut comprendre de la politique étrangère de l'administration Biden sur ces 2 mois, nous sommes le 31 mars, donc janvier-février, un peu plus de 2 mois de pratique. Alors, comme vous l'avez dit dans votre introduction, il y a rupture et continuité dans cette politique telle qu'on la voit aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des ruptures et des continuités à la fois par rapport à ce que Trump a fait dans les 4 dernières années, mais aussi par rapport à la pratique d'Obama. Et quand je parle de la pratique d'Obama, je veux peut-être aussi parler plus largement de la pratique traditionnelle de la diplomatie américaine, même si la question de savoir si Obama était un président qui pratiquait une diplomatie traditionnelle, bon, il y a des thèses qui s'écrivent dessus en ce moment, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Mais en gros, il y a dans un premier temps, on va peut-être appeler ça le verre à moitié plein, un retour de l'administration Biden très affirmé à la diplomatie traditionnelle, celle que les critiques aux États-Unis appellent « the blob ». Le blob, c'est une manière un peu péjorative de désigner l'establishment qui fait de la politique étrangère sur la côte est des États-Unis, des gens très bien élevés, très propres sur eux, qui défendent toujours une vision idéaliste des États-Unis, qui sont volontiers interventionnistes, mais pas toujours complètement. Enfin, vous voyez, les gens qu'on voit aujourd'hui revenir dans l'administration, à la Maison-Blanche et dans les services du département d'État. Là-dessus, je vous renvoie à un très bon article qu'a écrit très récemment notre collègue à Corentin et moi, Célia Belin, une chercheuse française qui était à la Brookings et qui a écrit un long papier dans, je crois que c'était l'Institut Montaigne, je ne suis plus très sûre. Jean Jaurès, ok, Fondation Jean Jaurès, et dans lequel elle décrit justement, elle liste les gens qui arrivent, les diplomates ou les experts qui arrivent dans les rangs de l'administration, plus de 4000 en tout, ils ne sont pas encore tous là bien entendu, c'est un mouvement qui est en cours, et dans lesquels on reconnaît énormément de noms de personnes qui étaient déjà là sous Obama et peut-être même avant sous Clinton, et qui donc sont des partisans de cette diplomatie américaine traditionnelle, très multilatéraliste. Parce que là, je viens de prononcer le mot important qui est celui de multilatéralisme. Trump honnissait cette pratique. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, absolument. Non, je reprends mes idées. Oui, donc Trump avait absolument honni cette pratique, les institutions internationales, le droit international, tout cela n'avait pas de légitimité à ses yeux, mais évidemment, avec Biden, on a vu que c'était un retour affirmé, donc on l'a vu sur le climat dès le premier jour, mais on le voit aussi sur l'OTAN, ce qui est très important pour nous, mais aussi sur l'Union européenne, puisque Trump, le nationaliste, détestait le projet européen par essence, un projet supranational, pour lui c'était épouvantable, mais là, il y a, en tout cas dans le symbole, une grande amitié pour ces institutions européennes et transatlantiques. On l'a vu la semaine dernière, Biden a participé à ce sommet de l'Union européenne jeudi soir. Donc multilatéralisme et derrière toute l'architecture des droits de l'homme et de la démocratie. Donc Biden a promis de tenir un grand sommet international sur la démocratie. On va voir ce que ça va être. Ça ressemble un peu, je trouve, au Forum pour la paix qu'Emmanuel Macron a lancé, mais enfin sur un autre thème, mais à peu près proche. Et sur les droits de l'homme, alors là, c'est un petit peu une surprise. Enfin, moi, j'étais un petit peu surprise par l'agressivité et la fermeté du président Biden.
suis pas surprise sur le fond, si vous voulez, mais j'ai été surprise sur sa méthode dans les propos qu'il a tenus sur Vladimir Poutine à un journaliste. C'était il y a une dizaine de jours. Le journaliste lui demandait s'il pensait que Poutine était un tueur. Il a répondu oui, je le pense, ce qui était vraiment de la part d'un président en exercice quelque chose de très très peu diplomatique. D'ailleurs, l'ambassadeur russe à Washington a été rappelé à Moscou pour consultation. Enfin bon, donc c'était un petit peu fort. Et puis vis-à-vis de la Chine, on a eu cette rencontre, là aussi la semaine dernière, ou il y a 15 jours, entre son secrétaire d'État Anthony Blinken et le conseiller pour la sécurité nationale Jake Sullivan, avec des homologues chinois, une rencontre qui s'est tenue en Alaska, à Anchorage. C'était une histoire d'être à mi-distance des deux capitales, et où les échanges publics, parce qu'il y a eu une sorte de conférence de presse publique au départ, ont été extrêmement durs, extrêmement violents, et vraiment sur le cœur du sujet, c'est-à-dire les deux Américains disant avec nous, la démocratie est de retour et vous allez voir le modèle, l'Amérique en tant que modèle de démocratie revenir, et les deux responsables chinois répondant, vous n'avez pas de leçons à nous donner, notre modèle de démocratie et notre modèle de droits de l'homme à la chinoise, tel que l'expression est consacrée, sont tout aussi légitimes que votre modèle à vous, et c'est pas avec ce qui s'est passé au Capitole le 6 janvier que vous allez venir nous donner des leçons. Ce qui était effectivement difficilement réfutable, si vous voulez. Mais tout le projet de l'administration Biden est de réinstaller ce modèle américain. Ça va prendre un petit peu de temps, et de rompre avec ce qui s'est passé comme une sorte de parenthèse à laquelle les États-Unis ne reviendront jamais. Bon, évidemment, c'est une vision volontariste et optimiste. Et donc, voilà, donc ça c'est le premier point. J'ai déjà parlé des équipes. Je vous renvoie donc à l'article de Célia Belin. Donc ça, c'est tout, si vous voulez, ce qui peut aller dans le sens d'une administration qui renoue avec la pratique traditionnelle. Mais évidemment, on ne s'arrête pas là. Il y a aussi des ruptures. Enfin, ça c'est ma deuxième partie, comme vous l'avez compris. Il y a aussi ce que j'appellerais des continuités avec Trump, et sous-entendu des ruptures avec ce que faisait Obama auparavant. Et là-dessus, le point de départ est très simple. C'est tout simplement de dire que les élites américaines ont compris qu'il fallait s'occuper des classes moyennes. Et quand je parle des classes moyennes, je parle des classes moyennes peu ou pas diplômées. On pourrait dire classe ouvrière aussi, enfin les sociologues emploient différents termes. C'est-à-dire cette partie de la population américaine qui a énormément souffert du système économique mis en place à partir des années 80, la révolution conservatrice de Reagan, et qui a désengagé l'État, supprimé beaucoup de programmes de redistribution, prétendu que, d'une part, les individus devaient tous être des individus isolés d'un point de vue économique, et que la société prospérerait par le ruissellement. Vous vous souvenez de la théorie du ruissellement qui avait été mise en place sous Reagan dans les années 80. Eh bien, ce qu'on a vu, c'est que, au contraire d'une prospérité généralisée, il y a eu une élite qui s'est enrichie et une classe moyenne qui s'est réduite en glissant vers le bas. Si vous voulez, il y a eu un décrochage social. Le chiffre à citer, c'est celui de l'indice de Gini, qui mesure les inégalités. Eh bien, cet indice, il était revenu en 2007-2008, c'est-à-dire à la veille de la crise financière, au même niveau qu'en 1929. C'est-à-dire que c'est comme si, enfin, c'est pas comme si, il y a des cycles dans la vie politique et économique, sociale américaine, entre plus d'égalité, moins d'égalité. Et bien là, à partir de 2008, à partir des années 80 et jusqu'à aujourd'hui, on était reparti dans le sens d'une croissance des inégalités. Et cette crise de 2008, j'en parle parce qu'elle a été comme un révélateur pour l'opinion publique américaine qui tout à coup s'est saisie de cette réalité. Et on parle de politique étrangère, donc je vais aller plus vite. En gros, ça produit l'élection de Trump en 2016. C'est un énorme raccourci, mais en gros, c'est comme ça qu'on peut interpréter les choses. Et donc,
Si Trump s'est fait élire sur cette réalisation, il n'a pas vraiment tenu les promesses qu'il avait faites à cette classe moyenne, puisque sa réforme fiscale de décembre 2017 avait quelques petits éléments pro-classe moyenne mis en avant soigneusement dans la presse, mais en réalité, elle bénéficiait aux grandes entreprises et aux individus les plus riches du pays. C'est, je pense, avec l'administration Biden qu'on va voir se mettre en place, enfin, qu'on va voir si se met en place véritablement un État plus redistributif et un retour en arrière de ce balancier que je vous décrivais tout à l'heure. Et ça concerne, et alors le point important, c'est que ça concerne aussi la politique étrangère, puisque cette administration dit qu'elle veut conduire une politique étrangère favorable avant tout à la classe moyenne américaine. Ce qui semble un peu étrange, mais en réalité, c'est parce qu'ils ne veulent plus, et ça Biden l'a dit à plusieurs reprises, notamment poursuivre les grands accords de libre-échange tels qu'on les a connus dans les décennies passées. Donc ça, c'est le gros changement, le retour en arrière sur le libre-échange, mais aussi une attitude plus protectrice sur les questions de technologie et notamment de technologie numérique. Et évidemment, tout ceci se dessine face à la Chine, puisqu'aujourd'hui, on est maintenant dans une situation où les relations internationales, depuis des années, sont en train de se réorganiser le long d'un axe, d'un duopole sino-américain. Et toutes les questions de technologie et de protection du numérique se dessinent dans cette nouvelle architecture internationale. Un point important, par exemple, c'est que vous vous souvenez que Trump avait interdit aux Américains, mais aussi aux alliés, de contracter avec l'entreprise Huawei pour se fournir en technologie 5G. Eh bien, on a appris il y a quelques semaines que l'administration Biden poursuit cette interdiction, enfin ce souhait d'interdiction, parce qu'ils n'ont pas vraiment le pouvoir d'interdire à leurs alliés de faire ce qu'ils veulent, mais ils ont poursuivi et même renforcé les limites posées à l'entreprise chinoise pour vendre en tout cas aux États-Unis. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, oui, donc en gros, il y a quand même un retournement, il y a un retournement très important comment dirais-je, est-ce que j'oserais le mot de philosophie politique sur la politique étrangère américaine. Et sur cette opposition à la Chine, je conclurai en disant qu'elle est aujourd'hui vraiment bipartisane. C'est l'un des rares thèmes absolument bipartisans à Washington, c'est-à-dire que de tout le spectre politique, les Chinois sont le nouvel ennemi. Alors quand on est démocrate, on va plutôt appuyer sur les droits de l'homme, mais à la gauche du Parti démocrate comme à droite, on parle beaucoup de tricherie commerciale et économique et financière venue de la Chine. Donc il y a vraiment tous azimuts. Et peut-être, pour être très optimiste, je dirais qu'il y a peut-être là, pour cette société, pour ce système politique américain si polarisé aujourd'hui, presque hystérique dans la polarisation, un prétexte avec cette opposition à la Chine pour peut-être, dans les années qui viennent, retrouver une unité nationale. C'est-à-dire que comme de la même manière que démocrates et républicains s'étaient retrouvés dans leur opposition à l'URSS dans les années de guerre froide, peut-être que là, on pourra voir, mais je n'ai pas la réponse, hein, c'est une hypothèse, tous les Américains politiques se réunir dans une opposition nationale face à l'ennemi chinois. Voilà, merci beaucoup. Merci Madame Lardon. Monsieur Selin. Oui, donc bonjour à tous. Merci encore pour cette invitation qui m'honore. Alors, en complément de ce que vient de dire Laurence, moi j'aimerais en quelques mots vous parler peut-être davantage de Joe Biden lui-même, parce que, bien sûr, en tant que président, mais vous allez le voir, en tant que Joe Biden, il incarne et il doit incarner la diplomatie états-unienne pour les 4 prochaines années
et je vais essayer de vous démontrer que cette notion d'incarnation et de personnalisation est particulièrement forte dans son cas. Je commencerai par souligner un fait quantifiable. En politique étrangère, Joe Biden bénéficie en ce début de mandat d'une confiance très large de la population états-unienne. Selon le Pew Research Center, qui est un grand centre d'études de l'opinion qui fait des enquêtes à large échantillon très fiables, 60% de la population sondée lui fait confiance pour la gestion des affaires internationales. Par comparaison, c'était 46% pour Trump au même moment en début de mandat en 2017. Par contre, c'était 74% pour Obama. On voit là sans doute la trace d'une polarisation politique qui s'accroît même en termes d'affaires internationales. Pourquoi cette confiance? A priori, puisque, comme Laurence l'a rappelé, le mandat commence à peine, parce que l'expertise en matière d'affaires internationales est un des grands atouts, peut-être même son principal atout pour Joe Biden. Je voudrais rappeler, parce que peut-être ce n'est pas assez souvent fait, qu'on a affaire à un président qui a passé 36 ans au Sénat états-unien, puis 8 ans de vice-président. C'est, en termes de présence au Congrès, c'est le président dans toute l'histoire qui a passé le plus de temps au Congrès avant sa présidence. Et il se trouve que pendant ces j'allais dire 44 ans de mandat précédent, aussi bien au Sénat qu'à la vice-présidence, il a développé particulièrement une appétence et une très forte expertise en politique internationale et en diplomatie. Il faut rappeler qu'il a été membre, dès son arrivée au Sénat, de la très puissante commission des affaires étrangères du Sénat. On rappelle qu'aux États-Unis, c'est cette commission en particulier qui reçoit les traités internationaux et donne son avis sur leur ratification et propose son avis ensuite qui est voté ou pas par le Sénat. Donc c'est une commission extrêmement puissante. Il en a été membre, puis il l'a dirigée de juin 2001 à janvier 2003, puis de 2007 à 2009. Et il faut rappeler que c'est parce que c'était un expert en relations internationales et en politique internationale que Joe Biden a été choisi comme vice-président par Barack Obama, comme colistier donc à l'été 2008, puis ils ont été élus. C'est vraiment, ça ressort aujourd'hui de tous les mémoires qu'on a pu écrire. C'était vraiment Obama est allé vers lui parce qu'il avait besoin de cette expertise en politique internationale. Et deuxième point, en tant que vice-président, ensuite, Joe Biden a disposé d'un staff, d'une équipe dédiée, alors ça on n'a pas trop l'habitude en France, mais en tant que vice-président, il avait sa propre équipe dédiée à la politique étrangère et à la sécurité nationale, équipe qu'il a accompagnée donc de 2009 à 2017 et qu'on retrouve aujourd'hui aux premières loges de son équipe présidentielle. Anthony Blinken, qu'il a désigné pour être son secrétaire d'État, son ministre des Affaires étrangères, a été son conseiller à la sécurité nationale comme vice-président de 2009 à 2013. Par ailleurs, moins connu, mais aussi très important, Colin Kahl, qui a été son second conseiller à la sécurité nationale comme vice-président, lui a été désigné aujourd'hui, qui d'ailleurs avait été le principal inspirateur ou un des grands inspirateurs et négociateurs de l'accord nucléaire avec l'Iran. Eh bien, Colin Kahl devrait devenir, et en tout cas il a été désigné aujourd'hui par le président Biden, pour être responsable de la planification politique au Pentagone, au ministère de la Défense, ce qui est un poste extrêmement important. Donc, non seulement il est très expérimenté, mais Joe Biden, comme président, s'appuie sur des équipes rodées, sur des gens qu'il connaît parfaitement et avec lesquels il a l'habitude de travailler. C'est très important pour lui parce qu'il a une conception de la diplomatie et de la politique internationale, et je voudrais insister sur ce point, qui est très personnalisée. Pour lui, la diplomatie, il l'a écrit, il l'a dit très souvent, c'est une relation d'homme à homme, donc ce qui implique de travailler avec des hommes avec qui on a, ou des femmes avec qui on a une relation extrêmement longue, durable dans le temps, de confiance, et aussi
ensuite de traiter énormément la relation personnelle avec l'homologue étranger. C'est ainsi que Joe Biden s'était distingué quand il était vice-président lors de son voyage en Chine en 2013 en emmenant sa petite fille. Donc voilà, toujours cette conception très familiale, très personnelle, qui valorise l'humain et qui lui est vraiment très propre. À tel point que Xi Jinping, qu'il a connu à l'époque où lui-même, Xi Jinping n'était pas encore numéro 1 mais numéro 2 de la Chine, a salué son... Alors, une nuance d'ironie sans doute un petit peu, mais il a salué son vieil ami, puisqu'ils s'étaient connus tous les deux quand ils n'étaient pas encore numéro 1. Et donc il y a cette notion vraiment de relation humaine, de relation personnelle. Sur le fond, il faut aussi regarder cette expérience de Biden comme vice-président parce qu'elle nous apprend beaucoup en politique étrangère, elle nous donne des pistes sur ce que pourrait être sa présidence. Tout d'abord, rappeler que comme vice-président, il a été l'homme du désengagement en Irak. C'est le dossier qu'Obama lui a confié dès le premier jour de sa présidence en 2009. Et de fait, l'Irak et la gestion du dossier irakien est essentiel pour comprendre Biden comme diplomate et comme homme de politique internationale. Alors, on a, et ça lui colle un peu malheureusement au basque, si je peux me permettre, un jugement définitif très sévère qui a été porté sur Joe Biden par Robert Gates, ancien patron de la CIA sous Bush, puis ministre de la Défense sous Bush, puis Obama. Et Robert Gates, en 2014, dans ses mémoires, a eu cette phrase extrêmement sévère. Il dit de Biden, c'est un homme intègre, mais je pense toujours qu'il a eu tort sur presque tous les sujets majeurs de diplomatie et de sécurité internationale de ces 40 dernières années. Donc, ce qui est d'une sévérité extrême et qui tient beaucoup à la gestion du dossier irakien. Je rappelle que sur le dossier irakien, en 2009-2010, contre l'avis des chefs militaires déployés à l'époque au Moyen-Orient, comme par exemple Mattis, qui deviendra plus tard le secrétaire à la défense de Trump, le général Mattis, Biden a soutenu avec ses équipes à corps perdu Nouri al-Maliki, le responsable chiite. Il a appuyé son maintien comme Premier ministre en 2010 et al-Maliki, une fois conforté, a ensuite œuvré pour hâter le départ des troupes états-uniennes d'Irak en 2011. C'est vraiment... là, Biden était vraiment seul à la manœuvre. Entre 2009 et 2014, il a géré le dossier irakien lui-même. C'était pas du tout... Obama n'intervenait que très peu. Et donc, quand Obama a retiré en octobre 2011 les 45 000 soldats états-uniens d'Irak, c'était un grand succès politique pour Biden à l'époque. Il avait tenu un engagement majeur d'Obama en 2008, mais vous vous en souvenez sans doute, la gestion clanique, sectaire d'al-Maliki, sa persécution des sunnites en Irak, fut un des facteurs majeurs de la montée en puissance de l'État islamique en 2013-2014. Et ce qui apparaissait dans un premier temps comme un grand succès diplomatique de Joe Biden s'est retourné contre lui. Ça a été beaucoup évoqué durant la campagne électorale l'an dernier. Cependant, ce qu'on peut retenir aussi de cette leçon, c'est que quand les États-Unis, finalement, en 2014, ont retiré leur soutien à Maliki et ont organisé la coalition internationale contre l'État islamique, à ce moment-là, Biden a su, reconnaître ses erreurs, changer de pied et a joué aussi un rôle moteur dans l'organisation de la coalition contre l'État islamique, avec au soutien, de Brett McGurk, qui était l'envoyé spécial d'Obama pour la coalition contre l'État islamique, et que l'on retrouve aujourd'hui dans l'administration présidentielle Biden, encore une fois de plus, toujours ce trait de Biden de toujours travailler avec les mêmes personnes, avec des gens avec qui il a déjà travaillé en confiance, favorisant l'humain, McGurk, qui sera le coordinateur pour le Moyen-Orient dans le nouveau Conseil de sécurité nationale. Et donc, ce qui est important aussi, c'est de souligner que contrairement à une légende un peu tenace qu'on entend ici et là, et qui est aussi beaucoup soutenue qui avait été beaucoup soutenue par Donald Trump pendant la campagne,
Biden n'est pas du tout un va-t-en-guerre systématique, un homme partisan de l'intervention armée. Au contraire, ça c'est très important, ce que nous apprennent ces années de vice-présidence consacrées à la diplomatie, c'est que sur l'Afghanistan, il s'est toujours opposé au déploiement de troupes supplémentaires contre l'avis du Pentagone et des militaires, d'où peut-être la haine et l'aigreur de Robert Gates que je citais tout à l'heure. En 2009, fin 2009, il a plaidé auprès d'Obama jusqu'au bout contre l'envoi de 30 000 hommes supplémentaires en Afghanistan. Et j'aimerais vous faire une autre citation, c'est qu'en 2010, c'est désormais connu grâce à divers livres qui ont été publiés. En 2010, il a une conversation extrêmement agitée, extrêmement houleuse avec l'envoyé spécial d'Obama, représentant spécial Holbrooke, à qui il finit par lâcher, en parlant de l'Afghanistan, « Je ne renvoie pas mon fils là-bas », puisqu'on se souvient que son fils était militaire et avait déjà fait plusieurs périodes en Irak. « Je ne renvoie pas mon fils là-bas. Risquer sa vie pour les droits des femmes, ce n'est pas comme ça que ça marche. Les soldats ne sont pas faits pour ça. » Cette phrase, on a beaucoup glosé sur cette phrase qui a été effectivement prononcée. Elle nous montre quoi sur Joe Biden ? Eh bien, elle nous montre qu'il y a des traits caractéristiques d'une doctrine Biden qui n'existe pas encore en tant que président, mais qu'on a pu voir émerger en tant que vice-président quant à la diplomatie, fondée sur l'instinct, très instinctive, avec toujours l'évocation du fils par rapport au déploiement des soldats et par rapport à l'évaluation du déploiement des soldats supplémentaires en Afghanistan, donc toujours fondée sur les sentiments personnels, et surtout très adaptable et souple, pragmatique. Ce qui frappe chez Biden, c'est qu'il y a une forme de pragmatisme, d'adaptation au contexte. Par exemple, ça avait beaucoup surpris, en Afghanistan, il dit les droits des femmes, les droits de l'homme, la lutte contre les talibans ne justifient pas forcément que les États-Unis envoient encore des troupes armées pour soutenir cela. C'est le même Biden qui, 17 ans auparavant, avait blâmé l'administration démocrate Clinton parce qu'elle ne faisait pas assez en Bosnie pour protéger Sarajevo. À l'époque, il avait eu cette phrase définitive « Nous avons tourné le dos à notre conscience morale ». Donc on voit que Biden, ce qui frappe dans tout ce passé en affaires internationales, c'est l'adaptation, la souplesse et le pragmatisme. Et je finirai, c'est que pragmatique, mais autour d'un fil directeur qui est l'exceptionnalisme états-unien, qui a toujours été sa conviction profonde. Les États-Unis ont vocation à conduire le monde par la défense de leurs valeurs inhérentes, qui sont la démocratie et la liberté. D'ailleurs, puisque évidemment, on est en début de mandat, donc on manque un petit peu d'éléments, mais il y a quelques semaines, l'administration Biden a publié ses orientations stratégiques provisoires de sécurité nationale. Et dans ce document, publié début mars 2021, Biden dit, dans ses mots introductifs, « Notre avantage le plus fondamental, c'est notre démocratie ». Et donc, on voit bien, affirmation de la valeur suprême de la démocratie, qui pour lui, un fil directeur, même s'il peut y avoir des adaptations aux configurations, aux nouveautés, et il insiste énormément là-dessus aussi dans ce document, en disant « le monde a changé, on ne peut pas défendre nos valeurs de la même manière qu'auparavant ». Et je finirai, ça il faut bien le souligner, en effet, l'opinion publique états-unienne n'est plus la même. Dans la même enquête Pew Research que je citais en début, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, 49% seulement des sondés estiment que les États-Unis ont un rôle moteur, un rôle actif à mener, à conduire le monde. Et au contraire, 50% disent « non, la priorité, c'est nos emplois, l'intérieur, développer les États-Unis à l'intérieur ». Donc aujourd'hui, on a une population états-unienne beaucoup plus réticente à mener, à conduire le monde. Et justement, peut-être que là, l'adaptabilité de Biden sera très importante. Voilà. Merci, M. Cellin. Merci, Mme Nardon. Je vous propose sans plus attendre de laisser la parole à nos collègues qui l'ont sollicité, en commençant par Isabelle Raymond-Pavero.
Oui, merci. Madame, j'ai écouté mercredi dernier votre podcast New Deal, vous savez, qui concerne la cyberguerre, hein, une nouvelle forme de conflit entre la Russie et les États-Unis. La dernière cyberattaque SolarWinds de 2020 a remis en cause la sécurité et l'intégrité de nombreux sites gouvernementaux et d'entreprises aux États-Unis. Hein. Les États-Unis, la Russie et la Chine sont les acteurs bien sûr réguliers de ces attaques d'ordre sécuritaire, économique, mais également politique. Le président Joe Biden avait pris sur ce sujet la parole le 4 février 2021 précisément et avait déclaré qu'il n'avait pas d'autre choix que de placer les questions de cybersécurité au plus haut niveau au sein de la Maison-Blanche avant de prévenir que les États-Unis n'hésiteront pas à prendre des sanctions envers la Russie compte tenu du comportement agressif du Kremlin, et cela vaut aussi pour les cyberattaques. Je souhaite connaître votre point de vue sur ces sujets d'importance majeure comme le piratage des données de haute sphère en direction des USA ou à l'initiative des USA. Et juste un point sur la pratique du multilatéralisme vers laquelle reviennent les États-Unis. Ne pensez-vous pas que l'élection de Biden pose un risque pour l'autonomie stratégique européenne qui consiste à trouver un équilibre entre des objectifs qui sont potentiellement contradictoires aujourd'hui? Merci. Merci Isabelle. Je vous propose peut-être de prendre des questions 3 par 3, comme ça vous permet de vous partager les réponses. Et je donne tout de suite la parole à notre collègue Gilbert Roger. Merci, Président. Nous le savons, donc en 2018, d'une façon unilatérale, les États-Unis se sont retirés du JCPOA, si on le fait avec l'accent un peu. Et désormais, selon plusieurs sources, il se pourrait que les États-Unis veuillent revenir à la table des négociations, ce que je trouve personnellement toujours très intéressant. Il vaut mieux parler que de s'opposer. Mais bien évidemment, la condition du retour serait avec un certain nombre de conditions sur les taux d'enrichissement de l'uranium. Et pour l'Iran, c'est les levées des sanctions économiques immédiate. Donc l'arrivée du nouveau président et de l'administration Biden, que vous avez décrit les uns et les autres, comment est-ce que on peut sentir la façon dont ils aborderaient cette question? Monsieur, vous l'avez évoqué, donc ma question serait aussi comment et quelle marge de manœuvre aurait-il par rapport au Congrès, mais aussi par rapport à Israël et à l'Arabie saoudite, qui, dans ce secteur-là, sont deux États assez puissants et vindicatifs. Et puis, tout dernièrement, puisque ça a eu lieu cette semaine, la Chine vient de signer un accord pour 25 ans avec l'Iran. Comment tout ça se combine ? Merci Gilbert. Et enfin, dernière question de cette première série, Olivier Cadic. Oui, tout d'abord, Trump a donné l'image des États-Unis comme un pays qui se referme. Et on l'a vu dès le démarrage de la crise Covid avec un travel ban très restrictif. Est-ce que l'arrivée de Biden annonce un assouplissement pour permettre justement aux citoyens de voyager plus facilement ? Concernant le Haut-Karabakh, les principaux vainqueurs supposés de ce conflit, l'Azerbaïdjan, la Russie, la Turquie, ont, semble-t-il, profité d'un effacement des États-Unis à la fin de l'ère Trump pour s'imposer. Est-ce que le nouveau président américain va plus s'impliquer que son prédécesseur dans cette région? Est-ce qu'on peut envisager une renaissance du groupe de Minsk, ce qui relancerait évidemment la diplomatie française?
Concernant la Chine, puisque vous l'avez évoqué à juste titre, en disant qu'il y a quand même une sorte de consensus qui s'est créé, ceci étant, on pourrait peut-être parler du côté économique et comment le pouvoir politique aborde Wall Street, qui a des intérêts importants en Chine, puisque les usines des États-Unis sont en Chine. Est-ce qu'un plan est prévu pour rapatrier justement des usines des États-Unis, puisqu'il ne suffit pas d'interdire de travailler avec Huawei. Si les autres entreprises américaines font produire en Chine, on n'avance pas beaucoup. Et vous avez évoqué justement cette envie de reprendre le leadership. Est-ce qu'un plan multilatéral alternatif aux routes de la soie, ça a été évoqué, est vraiment en gestation? Avec qui travaille-t-il dessus? Voilà, c'est mes questions. Merci. Merci Olivier. Madame Nardon, Monsieur Selin, à votre convenance. Déjà, pour commencer, on verra après. Oui, alors sur la cyberguerre, d'abord je vous remercie d'écouter ce podcast et je signale à l'Assemblée que celui que j'ai enregistré hier porte sur la crise migratoire à la frontière sud des États-Unis. Je ne sais pas si on en parlera, si c'est de la politique étrangère ou pas, mais bon, revenons au thème du podcast de la semaine dernière qui était la cyberguerre. Effectivement, il y a eu une énorme attaque qui a été rendue publique mi-décembre, qui est l'attaque SolarWinds, menée par des cyberpirates russes et qui en réalité se déroulait depuis le mois de mars. C'est ce qu'on sait aujourd'hui. Et donc, des pirates informatiques russes se sont introduits dans une... Je le dis rapidement pour qu'on sache ce que ça veut dire. C'est que la firme SolarWinds, une compagnie américaine qui propose des logiciels de gestion d'entreprise, ça fait la paye, ça calcule tout un tas de trucs. Bon, ils ont proposé, donc début 2020 au moins, si ce n'est pas fin 2019, une mise à jour à leurs clients. Et dans cette mise à jour, eh bien, les cyberpirates russes étaient introduits et avaient mis dedans des programmes malveillants. Et donc, tous les clients qui ont mis à jour leurs programmes ont fait rentrer dans leur système des programmes malveillants, donc au moins à partir du mois de mars. Ce que ça veut dire, c'est que les pirates ont eu 9 mois, puisque ça a été découvert fin décembre, pour espionner de l'intérieur ce qui se passait dans les systèmes, installer ce qu'on appelle des portes dérobées, des backdoors, pour pouvoir rentrer facilement dans le futur. Et quand on parle des clients, ce sont énormément de ministères américains, Department of Energy, Department of Defense, j'ai la liste là, mais enfin bon, c'est absolument impressionnant. Et donc, il y a eu cette attaque-là. Il y en a eu une autre menée par la Chine contre Microsoft qui a été rendue publique là il y a quelques semaines. Bon, voilà, tout ça pour vous dépeindre un tableau d'un véritable Far West dans le monde cyber. Ne blanchissons pas trop les États-Unis parce qu'eux-mêmes font des attaques cyber quand ils le veulent, notamment l'une des premières qu'ils avaient menée contre les systèmes de centrales nucléaires iraniennes, les centrales civiles de production d'électricité. En 2009, ils avaient introduit un verre dedans qui s'appelait Stuxnet, et qui avait paralysé le fonctionnement de ces centrales iraniennes. Bref, ce que je veux dire par là, dans cette description rapide, c'est que on est un petit peu comme au début de l'ère nucléaire, si vous voulez, où il y a tout à coup une nouvelle vulnérabilité, des nouvelles armes qui sont apparues, et le système international n'a pas encore mis en place de règles communes. Et c'est ce qu'on a vu sur le nucléaire avec... Bon, là, on était poussé par l'immensité des destructions possibles. Donc, il y avait une sorte de peur qui faisait que la communauté internationale a agi dans les années 60-70 en mettant en place ces grands accords de contrôle de maîtrise des armements. Eh bien, aujourd'hui, on n'a pas encore fait ça pour le cyber. Ça va être beaucoup plus compliqué parce que les acteurs ne sont pas tous étatiques, que ça fonctionne, comme vous l'avez dit, à la fois sur les questions sécuritaires, les infrastructures, mais aussi dans le champ du politique, avec par exemple Cambridge Analytica qui avait volé, rappelez-vous, 87 millions de profils Facebook américains pour pouvoir faire du ciblage politique pendant la campagne de 2016. Donc on est aussi dans le domaine de la manipulation politique. Bref, ça va être beaucoup plus compliqué. La petite lueur d'espoir qu'on a, c'est que l'administration Biden, justement, a décidé de mener un effort diplomatique. Alors, ils ne seront pas tout seuls, mais justement, une Amérique multilatéraliste a décidé de pousser à la roue pour que la communauté internationale se saisisse du sujet et établisse des règles. Alors, les règles internationales, on sait ce que ça vaut, mais au moins,
il y a une règle qui est posée avec des sanctions qui sont prévues, des sanctions économiques qui sont prévues. Et donc, ceux qui ne s'y plient pas, au moins, les règles sont claires, ils pourront être sanctionnés. Et donc, l'administration Biden a dit qu'elle allait se lancer dans un effort d'élaboration du droit international sur ce point. Voilà, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Pardon. En ce qui concerne l'autonomie stratégique européenne, alors là, oui, il y a vraiment... les pessimistes, les gens qui sont très pessimistes dans la vie d'une manière générale, sont chagrins de l'élection de Joe Biden, enfin en tout cas les Européens, les européistes, parce qu'ils disent qu'avec cette administration qui tout à coup croit à nouveau dans le projet européen, les Européens vont avoir moins le goût de se débrouiller tout seul. Quand Trump a été élu, tout de suite après en 2017, rappelez-vous, Angela Merkel avait dit maintenant que l'administration Trump est là, vraiment, nous, Européens, il faut qu'on se débrouille tout seul. Et de la part d'une chancelière allemande, c'était une déclaration assez forte. Et bien maintenant que nous n'avons plus cet anti-européen à Washington, mais au contraire un pro-européen, est-ce que cet élan ne va pas s'essouffler? C'est ça la question. Bon, moi, je n'ai pas trop de lumière là-dessus, mais je pense que c'est peut-être un peu se montrer trop pessimiste que de penser ça. Mais je m'arrête là. Corentin, je te donne... Oui, alors, je vais répondre déjà à la question sur l'Iran. Pour l'instant, il y a une difficulté de toute évidence pour l'administration Biden à rétablir ne serait-ce que des discussions avec l'Iran pour, j'allais dire, négocier un retour, alors du côté américain, un retour dans l'accord, et du côté iranien, l'abandon de toutes les entorses faites au respect des clauses de l'accord depuis le rétablissement des sanctions états-uniennes. Et on a appris avant-hier que l'administration Biden, justement pour établir ce dialogue qui n'est pas entamé, aurait fait passer une nouvelle proposition proposant en échange de l'allègement de certaines sanctions états-uniennes, que l'Iran revienne sur certaines mesures qu'elle a prises concernant certains travaux qu'elle a relancés sur les centrifugeuses et l'enrichissement de l'uranium. Mais apparemment, malgré cette proposition états-unienne, la situation reste bloquée pour une bonne et simple raison, et le ministre des Affaires étrangères iranien l'a bien résumé il y a quelques jours. Les Iraniens considèrent que ce ne sont pas eux qui sont partis de l'accord, ce ne sont pas eux qui ont, j'allais dire en quelque sorte, violé l'accord, ce n'est pas donc à eux de faire le premier pas, et ils reviennent toujours à dire c'est une décision politique des États-Unis, ce qu'ils ont fait politiquement, c'est-à-dire en partant unilatéralement un beau jour de mai 2018, ils peuvent le refaire. Dans l'autre sens. Bon. Au-delà de cela, il y a aussi un contexte qui ne se prête pas, un contexte double qui ne se prête pas pour l'instant à des négociations extrêmement fructueuses, des négociations tout court entre les deux parties. Premièrement, c'est qu'il y a l'élection présidentielle iranienne qui est prévue pour juin prochain, et la campagne bat son plein déjà, et il est plus que probable que le futur président soit issu des rangs les plus conservateurs en Iran, et par conséquent, il y a là une incertitude politique en Iran qui nuit de toute évidence à des négociations efficaces. Par ailleurs, j'allais dire que, comme toute administration états-unienne qui arrive, et peut-être encore plus évidemment après cette période si particulière qu'a été l'administration Trump, l'administration Biden gère les urgences, et la première urgence, et on l'a vu et on en reparlera sans doute, dans cette région, c'est l'Afghanistan. Puisque je vous rappelle que les États-Unis avaient, par l'accord passé entre l'administration Trump et les talibans, un délai au 1er mai pour retirer
toutes les troupes états-uniennes d'Afghanistan, et que, la semaine dernière, finalement, Joe Biden a annoncé, alors pour des raisons de logistique, que les États-Unis ne pourraient pas respecter ce délai du 1er mai et que donc les troupes états-uniennes allaient rester en Afghanistan pour quelque temps. Et aujourd'hui, de manière très claire, et on l'a vu dans les questions posées à la conférence de presse, dans les prises de parole, le dossier iranien aussi n'est pas au-dessus de la pile, c'est-à-dire c'est pas la priorité. Et en plus, il y a ce contexte très particulier intérieur en Iran qui sans doute fait obstacle aussi à la reprise de pourparlers officiels. Eh bien, oui, sur la troisième question peut-être. Oui, la troisième question. Comme tu veux. Haut-Karabakh. Vas-y, parce que le Haut-Karabakh. Alors moi non plus, je vais pas. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que vous avez, si on peut élargir un tout petit peu. Donc je reviens aussi quand même à cette question. Vous allez voir, il y a un lien. Dans le cas de l'Afghanistan, il apparaît très clairement pourquoi les États-Unis, au-delà de l'excuse logistique invoquée par Joe Biden la semaine dernière, l'idée c'est d'arriver à un traité de paix entre la présidence Ghani en Afghanistan, la présidence élue, et les talibans, et d'aboutir à un accord de paix. Et le raisonnement de l'administration Biden est de se dire: tant que nous avons des troupes, nous pouvons peser sur un éventuel traité de paix. Sauf que, et c'est très intéressant de ce point de vue, les États-Unis aimeraient passer dans un cadre multilatéral, onusien, et dans ce dossier afghan, ce qui peut être très intéressant, c'est que la Turquie a un rôle pour les États-Unis essentiel à jouer pour les pourparlers de paix. Et donc, ce qui renvoie à cette question, j'allais dire qu'il y a une vraie question sur la Turquie et qui montre bien toutes les contradictions qui attendent l'administration Biden. Du point de vue de la démocratie, de la valeur démocratie que Biden veut remettre au premier rang, on se souvient qu'il a eu des mots extrêmement durs contre le régime d'Erdogan, qu'il a eu des mots extrêmement durs sur la nature de ce régime, sur la nature même de Erdogan, qui d'ailleurs, on s'en souvient, a mis très très longtemps, qui a mis un certain temps à le reconnaître comme président des États-Unis. Mais en même temps, et en particulier, par exemple, sur le dossier afghan, les États-Unis peuvent avoir besoin de la Turquie. Et donc, c'est là toute la contradiction, c'est que on revient à l'idée, faire du multilatéralisme, oui, mais sur certains dossiers comme l'Afghanistan, on va devoir faire du multilatéralisme avec la Russie, avec la Chine, avec la Turquie, qui sont théoriquement désignés, et on le voit bien dans les premiers documents de l'administration Biden, comme dans ce camp des autocraties qui s'opposent au camp des démocraties que veulent incarner les États-Unis. Et on voit bien que c'est éventuellement une impasse. Et de ce point de vue-là, la Turquie, justement, représente un point aveugle de cette nouvelle administration Biden. D'abord sur la réouverture des frontières à l'issue de la crise du Covid. Déjà, d'une certaine manière, le président Biden se veut beaucoup plus strict et beaucoup plus ferme sur les mesures de distanciation sociale, le port du masque, etc. Donc il ne va pas rouvrir les frontières pour des raisons... s'il considère que la situation sanitaire ne le permet pas. Il ne va pas avoir d'idéologie là-dessus, autre que écouter ce que lui disent les scientifiques. Et de ce point de vue-là, la campagne vaccinale aux États-Unis est très en avance parce qu'ils ont pratiqué un nationalisme des vaccins extrêmement efficace. Donc, un pourcentage très, très important de la population est aujourd'hui vaccinée. Donc, si ça avance, les frontières pourront rouvrir.
avec 2 caveats qui sont que, 1, elles rouvriront, mais pas... Est-ce qu'il n'y aura pas des limites en fonction des pays où les gens veulent aller? Évidemment, on ne va pas les rouvrir pour aller dans des pays très infectés, donc il y aura peut-être des limitations de ce point de vue-là. Et deuxième incertitude, ces variants dont on ne sait pas, enfin je ne suis pas épidémiologiste moi personnellement, mais on ne sait pas très bien si les vaccins sont efficaces contre les différents variants pour l'instant. Donc cette crise n'est pas encore, enfin je ne pense pas qu'on puisse mettre un point final à cette crise. Et je pense donc, pour conclure là-dessus, que Biden sera très prudent et et suivra l'avis des scientifiques. Votre dernière question, c'était sur la Chine et cette espèce de contradiction entre une opposition vraiment qu'on sent presque viscérale à la Chine, au projet politique chinois actuel dans les grands cercles de Washington, et en même temps l'immense imbrication économique et financière des 2 pays. On est dans une situation qui est totalement différente de l'opposition à l'URSS pendant la guerre froide, puisque les 2 pays à l'époque n'avaient aucun lien économique. Là maintenant, comment rompre avec la Chine alors que les bons du Trésor sont possédés, alors plus en majorité en ce moment c'est le Japon, mais enfin ça varie, par la Chine, et que les importations de biens manufacturés viennent de Chine, que des investissements entre entreprises ont lieu entre les 2 pays. Donc on parle de découplage, on en parle aussi en France, mais je pense qu'il y a déjà des choses qui se font sur les sujets stratégiques, y compris la santé, mais je ne suis pas suffisamment... je n'ai pas encore vu passer suffisamment d'informations pour dire comment ils vont faire, et je crains que ce ne soit pas possible d'aller très loin. Et sur la route de la soie alternative, là aussi, ce sont des projets qui me semblent beaucoup moins avancés que les projets chinois eux-mêmes. Ce projet de route de la soie ayant été lancé, je crois, en 2012, et ayant pas mal progressé depuis. Je m'arrête là. Merci. Oui, M. Solin. Oui, alors j'ajouterais simplement pour 2 choses. Justement, si on prend les projets alternatifs contre la Chine, il y a quelque chose de très intéressant. C'est que les États-Unis ont annoncé, donc sous le nom de Quad, toujours ce signe des acronymes accrocheurs, donc ce qui en fait c'est pour le dialogue quadrilatéral de sécurité, ce qui est nettement moins un vendeur, avec le Japon, l'Inde et l'Australie. Il y a eu une grande annonce faite que ces 4 pays allaient mettre en commun leurs ressources pour fabriquer d'ici fin 2022 1 milliard de doses de vaccins en Inde, avec des capitaux et des investissements essentiellement japonais et états-uniens. Et c'est évidemment, on le voit, une alliance qui répond à peu près à tous les critères, là par contre, de Biden, c'est-à-dire qui unit, au moins pour le Japon, l'Inde et l'Australie, donc qui unit des pays démocratiques, qui mettent en commun pour un projet particulier sans être dans des bureaucraties anciennes, dans des bureaucraties multilatérales anciennes. Là, sur un projet particulier, on met en commun ses ressources. Et évidemment, le but, c'est de contrer, c'est pour ça que ça me paraît relever de votre question, c'est contrer la diplomatie du vaccin chinois. Les Chinois ont déjà promis d'offrir 500 millions de doses de vaccins à divers pays, en particulier des pays en développement depuis mai 2020. Et bien là, les États-Unis, mais dans l'alliance et dans une alliance de démocratie, contre, en quelque sorte, la diplomatie vaccinale chinoise. Et on peut le voir comme une forme de modèle, de prototype de ce qu'ils pourront faire à l'avenir. Et je n'avais pas fini de répondre à la question, et je m'en excuse, mais ça nous ramène juste sur le Congrès, sur le rôle du Congrès. Rappeler simplement la situation. Donc, quand on parle du Congrès en politique étrangère, on ne parle que du Sénat, qui détient en cette matière la haute main. Donc on rappelle qu'on est dans une situation un peu particulière puisqu'on est à 50-50 au Sénat aux États-Unis en ce moment, ce qui donne une majorité technique, qui n'est pas une véritable majorité, mais une majorité technique aux démocrates. Donc a priori, pour Joe Biden, ça devrait vouloir dire avoir les mains libres, mais on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas.
parce qu'évidemment, ça donne à l'intérieur de la majorité démocrate un rôle décisif, capital, à des sénateurs démocrates conservateurs, en particulier un d'entre eux qui est un sénateur de Virginie occidentale, la Virginie occidentale qui est un petit État qui a voté massivement pour Trump en 2016 comme en 2020, qui est même le cœur et qui se trouve avoir un sénateur démocrate, Joe Manchin. Et par exemple, pour vous donner un exemple, Joe Manchin, donc la Virginie occidentale est un État charbonnier, lourdement charbonnier, qui est hostile à toute évolution trop forte en matière de climat. Dans quelle mesure un Manchin soutiendrait des initiatives états-uniennes dans des alliances mondiales sur le climat qui viendraient devant le Congrès, ça paraît très douteux. Donc une situation, certes, qui a été rendue plus confortable par les 2 victoires en Géorgie début janvier, mais un Sénat quand même où les choses, si on devait passer par le Sénat pour des lois, ratifier des traités, des lois, etc., Biden doit quand même être vigilant, d'autant que le nouveau président, le nouveau patron de la Commission des Affaires étrangères du Sénat, Bob Menendez, est un sénateur d'origine cubaine du New Jersey, que Biden ne connaît pas forcément très bien puisqu'il est arrivé au Sénat. Bon, ils ont servi 2 ans ensemble, donc c'est pas un des derniers vieux camarades de Biden de l'époque du Sénat, donc il n'y a pas cette relation forcément personnelle. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui est connu pour avoir une personnalité très forte, très développée, et qui a déjà annoncé qu'il ne donnerait pas de chèque en blanc à l'administration Biden, toute démocrate qu'elle soit. Voilà. Sur les relations, il y a plusieurs questions sur les relations avec l'Union européenne. Je vais dire quelques mots, puis je suis sûre que Corentin aura d'autres choses à dire. C'est évident qu'aujourd'hui, l'Union européenne, donc amitié et attitude constructive vis-à-vis du projet européen, ça c'est évident. En même temps, il y a 2 choses à dire qui sont que, l'Europe ne compte pas vraiment. L'Europe n'est pas un problème pour les États-Unis aujourd'hui. En tout cas, l'Europe occidentale, évidemment, à la marche avec la Russie, c'est un petit peu plus embêtant. Mais si le dossier iranien n'est pas en haut de la liste des priorités pour Joe Biden, alors l'Europe est bien en bas de la liste. Et d'une certaine manière, c'est une bonne chose, ça veut dire qu'il n'y a pas de drame, mais ça veut dire qu'ils ne vont pas beaucoup s'occuper de nous. Et le deuxième point, en revanche, c'est que sur les disputes commerciales, il ne faut pas du tout s'attendre à des cadeaux de la part des États-Unis, de l'administration Biden. Ils aiment bien les Européens, ils vont être constructifs, ils vont être chaleureux, ils parlent français, etc., Blinken et compagnie. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont nous faire des cadeaux sur les nombreuses disputes commerciales que nous avons en cours avec eux, parce qu'ils poursuivent leur intérêt national, et c'est bien normal. Et donc il faut être prêt à continuer, nous, Européens, à présenter un front commun. C'est le plus important, notamment avec l'Allemagne, vis-à-vis de leurs demandes. Anthony Blinken, dont je viens de prononcer le nom, a dit, c'était en septembre dernier, pendant la campagne, que si jamais ils arrivaient aux affaires et si jamais ils recommençaient à négocier quelque chose avec l'Union européenne, il faudrait que nous lâchions, nous Européens, disait Anthony Blinken, il faudrait que nous lâchions sur nos réglementations sur les produits agroalimentaires, parce que nos réglementations européennes sont beaucoup trop tatillonnes et qu'ils veulent pouvoir nous exporter leurs produits sans respecter ces règles. Donc il faut s'attendre à des choses quand même assez viril de la part de l'administration Biden. Il faut être prêt et c'est pas grave, c'est comme ça que ça se passe. Et notamment aussi sur l'extraterritorialité du droit. Je ne sais plus qui a posé la question. L'extraterritorialité du droit, qui est vraiment liée au privilège du dollar, etc., dont on a vu les effets extrêmement importants sur nos entreprises dans les années passées. Je pense que l'administration Biden sera peut-être prête à en discuter, mais ils ne vont pas non plus abandonner cette arme absolument massive dans leurs relations internationales. Je m'arrête là. Monsieur Selin. Oui, pour reprendre dans l'ordre des questions, sur l'épisode syrien et plus largement sur le positionnement sur les droits de l'homme. Je crois que je vais citer aussi Anthony Blinken, donc le nouveau secrétaire d'État. Il y a quelque chose qui revient et qui est très frappant, surtout quand on connaît les habitudes, j'allais dire, de la technostructure de diplomatie états-unienne, c'est l'humilité et la modestie affichée, et surtout
l'idée, nous nous sommes trompés, donc en l'occurrence quand Blinken était conseiller sécurité nationale de Biden, puis il était devenu, il avait servi Obama, il a reconnu à plusieurs reprises qu'il y avait eu des erreurs, mais en particulier dans le dossier syrien, mais qu'ils avaient fait du mieux possible, qu'ils n'avaient pas en particulier sous-estimé la montée en puissance de l'État islamique et qu'ils avaient appris. C'est un discours, alors évidemment qu'il faudra, mais on n'est que 2 mois dans la présidence Biden, qu'il faudra valider par des actes, mais il y a une attitude extrêmement, et qui ressort énormément dans les discours de Blinken, de dire on a appris, on est modeste, et donc fermeté sur les principes, parce que ces principes ont semblé, en tout cas, à ces démocrates, bafouer les principes de leadership, d'hégémonie, démocratique états-unienne, ont semblé bafouer ou menacer pendant les 4 ans de Trump. Mais, évidemment, on ne peut pas revenir. Il y a aussi ils insistent énormément là-dessus dans le document d'orientation stratégique que j'évoquais de début mars. Le monde a changé. Ils ne peuvent plus recourir à ces rêves de wilsonisme beauté, comme on disait, c'est-à-dire d'intervention militaire pour imposer la démocratie. Déjà parce qu'ils ne sont plus soutenus par l'opinion états-unienne. L'opinion états-unienne ne veut plus entendre parler de ça. Je vous donnerai juste, toujours dans cette enquête Pew Research, c'était passionnant, on demandait aux sondés qu'est-ce qui était le plus important, de classer du plus important au moins important dans les motifs de politique étrangère. Le plus important, c'était de protéger les emplois des travailleurs américains. Le moins important, alors tout en bas de la liste, seulement 20% des sondés le disaient, c'était de promouvoir et d'imposer la démocratie dans le monde. Donc, je crois qu'il y a fermeté sur les principes. On l'a vu par exemple avec la publication du rapport de renseignement déclassifié sur l'assassinat du journaliste Khashoggi, où on a quand même dit à l'Arabie Saoudite et au prince MBS, voilà ce que vous avez fait. Bon, mais il y a aussi la prise en compte que la diplomatie, la politique internationale, elle doit se faire en fonction des attentes de l'opinion intérieure et que les attentes de l'opinion intérieure restreignent les moyens pour affirmer ces valeurs démocratiques. J'en viens ensuite à Joe Lagaffe. On pourrait effectivement faire, puisque j'ai la chance de le suivre depuis plusieurs années, un petit catalogue. Je crois qu'il faut remettre ses propos dans le contexte d'une interview où il est sollicité par... alors, j'y viens. C'est un exercice où il est notoirement connu pour ne pas être à l'aise du tout. D'ailleurs, on le voit bien. C'est vraiment pas son exercice privilégié. D'ailleurs, il cherche plutôt à éviter. On a bien vu qu'il a fait sa première conférence de presse qu'après 2 mois de présidence. Donc le mot lui est un petit peu suggéré par l'interview. D'une part, il faut toujours regarder les paroles et les actes. Dans le même temps, les États-Unis ont décidé de proroger pour 5 ans le traité New START sur la limitation des armements avec la Russie. Quasiment en même temps. Donc bon, il y a les mots qu'on lâche en interview et ensuite il y a la réalité qui est beaucoup plus nuancée. D'autre part, il faut bien le dire, la Russie pose un problème particulier parce qu'il a des implications en politique intérieure. Le mandat de Trump, et c'est peu de le dire, a été marqué par l'ingérence forte dans l'élection présidentielle 2016, qui a été attestée, je parle juste d'ingérence, bien sûr, d'ingérence russe dans la présidentielle 2016 états-unienne, qui a été attestée par les services de renseignement, puis surtout, du point de vue démocratique, par une commission sénatoriale du renseignement où pourtant les républicains étaient majoritaires et qui a reconnu l'ingérence forte de la Russie dans le processus présidentiel. On se souvient de tout ce que ça a pu engendré en politique intérieure et dans le statut de Donald Trump. Et il y a eu une sorte de redite, de réplique en 2020, moins forte, puisque le renseignement états-unien vient de dire qu'il y avait eu ingérence
dans la présidentielle 2020 de la Russie et aussi d'autres pays, mais moins fortes, beaucoup moins fortes et beaucoup moins étendues de la part de la Russie. Mais tout cela a fait du dossier de la relation à la Russie un dossier presque autant de politique intérieure que de politique extérieure. Et avec tout ce que ça implique d'excès, justement peut-être d'excès verbal et de rhétorique. Il y a dans ce mot lâché par Joe Biden président un petit peu comme la continuation de l'opposition entre des démocrates dont une partie des électeurs étaient convaincus que l'ancien président Trump était, passer l'expression, à la solde de la Russie, et un Biden et des électeurs républicains et des dirigeants républicains qui, derrière l'ancien président, dénoncent une obsession malsaine des démocrates pour la Russie. Et donc je pense que l'excès langagier est dans la suite de cette transformation de la question russe. Mais du point de vue, et je reviens à la prorogation du traité de limitation de contrôle des armes nucléaires, on voit bien qu'il y a par contre des possibilités. Il y a eu un entretien entre Biden et Poutine. Il y a des possibilités, j'allais dire, de réalisation diplomatique si on veut bien sortir de ce champ miné intérieur. Et sur la dernière question, mais Laurence a dit l'essentiel. Moi, je dirais simplement, ce qui est très frappant quand on lit donc, le document d'orientation stratégique de début mars provisoire, c'est que l'Union européenne n'est quasiment jamais citée. Moi, c'est une des premières choses qui m'a frappé à la lecture du document. Et on revient à quelque chose qui était déjà assez prégnant dans l'administration Obama, c'est que l'Europe est quand même envisagée sous le prisme OTAN. Et d'abord et avant tout sous le prisme OTAN, l'Union européenne n'est pas citée, n'est pas énormément citée dans ce document. Mais ce qui est important, c'est que par contre les projets, et je voudrais insister là-dessus parce que ça répondra un peu à toutes les questions, dans les projets forts de Joe Biden et d'Anthony Blinken, il y a l'idée que le monde est en train de connaître un conflit de type nouveau, ce qui fait que peut-être que le référentiel de la guerre froide n'est pas très adapté. Un conflit nouveau marqué par une accélération technologique que le monde n'a jamais connue. Et que aujourd'hui, la ligne de clivage du monde, c'est ce que Blinken a dit d'abord en septembre 2020, et ça a été repris là dans la documentation d'orientation stratégique, la ligne de fracture de maintenant et à venir, c'est entre les techno-démocraties et les techno-autoritarismes. Et que dans cette lutte, dont l'ingérence, par exemple, électorale de la Russie a pu être un premier exemple, dans cette lutte où, évidemment, l'investissement massif de la Chine pour acquérir, en particulier en matière d'intelligence artificielle, une avance qui pourrait remettre en cause l'hégémonie états-unienne passée, eh bien, dans cette lutte à venir, les États-Unis, oui, auront besoin de toutes les démocraties qui partagent, et ils insistent énormément là-dessus, une même conception normée, dominée par le droit, de l'usage des nouvelles technologies dans un cadre démocratique. Et de ce point de vue-là, il y a peut-être la notion que l'Union européenne peut aider les États-Unis à construire cette alliance des technodémocraties contre la coalition, en particulier avec la Russie et la Chine, de ce qu'eux appellent les techno-autoritarismes. Et de ce point de vue-là, il y a peut-être un champ nouveau qui s'ouvre à la coopération entre les États-Unis et l'Union européenne, parce qu'en termes justement de réflexion éthique, de réflexion sur les normes de droit et d'utilisation des nouvelles technologies, l'Union européenne peut être un partenaire très important pour les États-Unis. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour les analyses que vous avez faites. Les relations transatlantiques retrouvent une certaine normalité avec l'élection de Joe Biden, mais pour ma part, j'aborderai les relations avec la Turquie. Avec l'élection et l'arrivée de l'équipe Biden, la Turquie semblait de plus en plus isolée sur la scène
diplomatique. Les sujets de discorde entre la Turquie et les États-Unis sont nombreux. L'un d'entre eux, bien entendu, est la question kurde. D'ailleurs, Erdogan, en février, a accusé l'équipe Biden d'être du côté des terroristes. Biden, pour sa part, a la volonté de défendre les valeurs démocratiques et les droits de l'homme, avec en projet un sommet pour la démocratie. Yannick Vaugrenard a abordé les droits de l'homme tout à l'heure. La Turquie, quant à elle, vient d'annoncer son retrait de la Convention d'Istanbul, qui avait été adoptée en 2012. Quelle analyse faites-vous sur le développement des relations entre Erdogan et les États-Unis de Biden, relations qui sont capitales au sein de l'OTAN? Merci. J'en viens maintenant à la Turquie. Sur la Turquie, bon, j'en ai déjà parlé. Ce qui est assez intéressant, c'est que pour l'instant, Joe Biden, fidèle à j'allais dire justement à sa personnalisation de la diplomatie, pratique une forme de... Il bat froid à Erdogan, il refuse de lui parler, il ne s'adresse pas à lui. Et ce qui a amené, on l'a noté, ça a été très noté ces derniers jours, Erdogan a essayé de multiplier un petit peu les signes de bonne volonté pour rentrer dans les bonnes grâces états-uniennes. Alors il y a beaucoup de sujets de conflit. Par exemple, apparemment, l'administration Erdogan aurait fait une offre, puisque sur le fameux dossier du F-35, hein, l'avion états-unien dont Trump avait exclu la Turquie parce qu'elle n'avait pas renoncé à l'achat du système de défense russe S-400. Donc Erdogan a fait des propositions, et pour l'instant l'administration Biden ne répond pas parce que Joe Biden considère que si Erdogan et la Turquie ont pu, par exemple en Syrie, avoir tant de marge de manœuvre, c'est précisément parce qu'il considère que son prédécesseur, sur ce dossier précis, a laissé la Turquie d'Erdogan faire absolument ce qu'elle voulait, et il entend, j'allais dire, remettre la Turquie dans une relation plus hiérarchisée et faire sentir à la Turquie que face aux États-Unis, elle doit complaire et écouter. Donc en ce moment, il y a un peu une épreuve de force entre les deux, et justement dans les signes, dans les signaux envoyés par Erdogan, c'est pour parler de paix dans le conflit afghan qui seront tenus à Istanbul. C'est une initiative prise par la Turquie et qui apparaît là aussi un petit peu pour rentrer dans les bonnes grâces de la nouvelle administration Biden, mais pour l'instant ça ne marche pas avec Joe Biden, il est toujours aussi remonté. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le Proche-Orient. Pour finir sur la notion et revenir sur des choses, parce qu'on revient un petit peu sur des choses qu'on a déjà dites, comment c'est un peu tout le problème, c'est-à-dire que par rapport à la Russie et à la Chine, il y a cette notion que, et c'est là encore que le paradigme de guerre froide ne paraît pas en ce qui concerne la Chine, c'est bien beau de dire, voilà, on a l'alliance des démocraties, des technodémocraties contre l'alliance des autocraties, etc. Mais en même temps, on partage, et c'est particulièrement vrai avec la Chine, le même capitalisme et la même forme de capitalisme. Et il y a une interdépendance économique qui n'existait pas du tout à l'époque de la guerre froide. Et tout le problème, c'est comment faire fonctionner le monde avec une telle opposition sur des principes politiques, et qui est réelle, et en même temps une interdépendance économique totale. Et je reviens à une des premières questions, c'est que il y a eu une tentative
qui était exprimée aussi par la guerre des tarifs douaniers avec la Chine. Il y a eu une tentation, pas une tentative, une tentation de désinisation de l'économie états-unienne sous Trump. Alors certes, les flux d'IDE, d'investissement direct étranger, ont baissé depuis 2017 des États-Unis vers la Chine, avant même la crise du Covid. Mais on voit bien que c'est impossible. Il y a une telle interdépendance, ne serait-ce que par les titres de dette que détiennent les investisseurs publics chinois et les investisseurs privés, de dette états-unienne. Et donc, tout le problème aujourd'hui, c'est comment être dans un affrontement de valeurs qui est nécessaire pour rassembler du côté états-unien, face à des pays que peut-être on déteste du point de vue des idées, mais avec lesquels on partage le même monde capitaliste et le même capitalisme financier. Et ça, c'est vraiment une question compliquée. Je crois que Mme Nardon souhaitait compléter. Oui, parce qu'en fait, j'avais oublié de répondre sur la question du Proche-Orient et plus précisément du conflit israélo-palestinien. Donc on a su que sous Trump, les politiques américains sont très pro-israéliens d'une manière générale. Trump ne l'était pas beaucoup avant de faire de la politique, mais il a appris à l'être pendant qu'il était à la Maison-Blanche pour complaire surtout à la base évangélique, vous savez, de son électorat. Les évangéliques américains sont ces dénominations protestantes très très ferventes et très conservatrices et très très républicaines, sont très sionistes. Et donc Trump a tout fait pour leur plaire, et notamment le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Alors là-dessus, Biden, lui aussi, affiche évidemment une très grande amitié et un très grand respect de l'alliance avec Israël. Et donc, il a déjà dit qu'il ne reviendrait pas sur le transfert de cette ambassade. Si vous voulez, le transfert de cette ambassade qui était promis depuis des années par les présidents américains, je crois que ça datait de Bush père, mais ça n'avait jamais été cette promesse n'avait jamais été actée. Trump l'a actée, et je pense que maintenant ce sera impossible politiquement pour un président américain de revenir en arrière là-dessus et de redéplacer l'ambassade. Donc ça va rester. Ce qui n'empêche pas que Joe Biden, donc très pro-israélien à titre personnel, soit un peu gêné aux entournures sur cette question, parce que, là on n'en a pas encore parlé, mais il y a une certaine césure au sein du Parti démocrate entre le courant centriste qui est le sien et la gauche du parti, donc représentée par Bernie Sanders, un petit peu moins Elizabeth Warren, ou cette élue Alexandria Ocasio-Cortez, représentante de New York, qui sont très à gauche dans le contexte américain. Eh bien, eux, en matière de politique étrangère, ils ne mettent pas en avant, ils mettent en avant un rôle moral de l'Amérique. Ça, c'est évident, peut-être moins interventionniste. Mais pour eux, ce rôle moral de l'Amérique, donc pour la gauche du Parti démocrate, elle ne doit pas être fondée sur le principe, elle ne doit pas mettre en haut de la liste, si vous voulez, le principe de liberté politique, de défense des droits de l'homme, de défense de la démocratie. Ça, c'est la vision du courant Biden, du blob dont je parlais tout à l'heure. Ça, pour eux, la moralité de l'Amérique dans le monde, c'est défendre la liberté politique, la démocratie, etc. Pour le courant de gauche du Parti démocrate, c'est le principe d'égalité qui doit être mis en avant, et le principe d'égalité économique notamment. Et c'est très intéressant de voir comment cette opposition, cette tension entre liberté et égalité, nous on connaît bien ça en France aussi, comment cette tension entre ces deux principes, comme principe directeur de la politique étrangère, se décline sur les différents dossiers dans le monde. J'ai écrit un article dans Politique étrangère l'été dernier là-dessus, où je passe en revue tout, mais je vous y renvoie parce qu'on ne va pas y passer des heures, mais tout ça, simplement sur la question palestinienne. Il est évident que pour un membre du courant centriste du Parti démocrate comme Biden, on va mettre en avant Israël, unique démocratie dans la région, et donc on doit défendre à ce titre, alors que pour un Bernie Sanders, par exemple, on doit défendre la cause palestinienne parce que ce sont les opprimés de la région, pris au piège d'un système économique qui les étrangle, etc. Vous voyez, donc c'est là-dessus que ça se joue, et je pense que Biden va être très prudent et je pense très silencieux, surtout, sur cette question. Merci Madame Nardon. Bien, mes chers collègues, il nous reste 2 questions en visio. Je donne tout de suite la parole à notre collègue Robert Del Pica, et je demande à André Gattolin de bien vouloir se préparer. Robert.
Nous ne t'entendons pas, Robert. Robert, est-ce que tu nous entends? Oui, voilà, ça y est, nous t'entendons parfaitement. Bon. Tu as la parole. Merci, Président. Madame, Monsieur, bonjour. Mes chers collègues, bonjour. Une question relativement simple à comprendre, mais plus difficile à expliquer dans le résultat. Bon, on sait à peu près ce que pense Biden pour Hong Kong, les droits de l'homme, la démocratie, etc. Quid de ce qui risquerait de se passer, éventuellement, pour Taïwan? Comment on pourrait envisager une réaction américaine? Merci. Merci Robert. André Gattolin. Oui, merci Monsieur le Président. Passionnant débat. Moi, j'aurais peut-être simplement une remarque et une interrogation auprès de nos deux spécialistes. C'est est-ce qu'on n'a pas tendance, en Europe, en France en particulier, à surdéterminer les choix de politique étrangère à l'aune du président américain élu? Moi, je travaille depuis pas mal d'années avec les congressmen américains, qu'ils soient démocrates ou républicains. Je participe à de nombreux webinaires. C'est d'ailleurs passionnant de voir combien, tant du côté droite, Robert Pettinger, ou du côté gauche, avec Mark Warner, on est sollicité toutes les semaines sur les questions stratégiques, la Chine, bien sûr, mais les questions technologiques. Et j'ai souvenir d'un de ces faucons de l'ère Trump, qui était à l'époque où Trump était au pouvoir, qui me disait qu'il n'avait aucune confiance sur la fermeté des positions de Donald Trump à l'égard de la Chine, parce qu'il me disait si le gouvernement chinois pouvait promettre à Donald Trump qu'il assurait sa réélection, il serait pro-chinois. En revanche, ce qui est notable, c'est ce caractère bipartisan sur la question de la Chine. Pendant longtemps, on avait des démocrates qui se focalisaient, notamment autour de Nancy Pelosi, sur la question des droits de l'homme, et des républicains uniquement sur les questions de compétition économique. Aujourd'hui, au regard des échanges et des informations que je peux avoir, je sens qu'il y a une très forte convergence. Et pour insister sur ce rôle du Congrès dans la détermination de la politique extérieure, je me rappelle qu'en deuxième partie de 2019, il a été adopté le Human Rights and Democracy Act en Hong Kong. Très clairement, dans un premier temps, voté au Sénat à l'unanimité et à l'unanimité moins d'une voix à la Chambre des représentants, le président Trump refusait de le signer. Et il y a eu un retour des chambres en disant on a le droit d'outrepasser la signature du président si on revote à l'unanimité. Et là, Donald Trump, qui n'était pas très chaud, s'est exécuté. Moi, j'aimerais que vous nous disiez un petit peu si cette évolution et ce rapprochement, ces convergences de plus en plus grandes entre les deux grands camps politiques au sein du Congrès, à mon avis, sont-ils pas plus déterminants sur les orientations des présidents que les choix ou les convictions propres des uns et des autres? Je vous remercie. Merci André. Madame Nardon, Monsieur Selin, 5 minutes pour conclure et répondre à ces deux questions. Moi, je peux y aller. Oui, vas-y. Donc, alors, je réponds déjà à la question sur Taïwan. Je crois que Joe Biden a envoyé un signal extrêmement fort, dont on n'a peut-être pas assez parlé. Il faut savoir que pour la première fois depuis la reconnaissance de la Chine populaire et la rupture des relations avec Taïwan, donc depuis la fin des années 70, l'envoyé spécial de Taïwan a été invité à l'investiture de Joe Biden et a assisté à l'investiture de Joe Biden. Et je crois qu'il faut vraiment prendre ce geste, alors qui peut paraître éminemment symbolique, mais qui est très fort, comme une ligne jaune, rouge, enfin selon la couleur que vous préférez, qui a été tracée par Joe Biden, surtout au regard des événements de Hong Kong. À propos de Taïwan, il n'y aura aucune concession sur Taïwan. Et de ce point de vue d'ailleurs, il n'y a pas de rupture à vraiment parler. Là, on est plutôt dans la continuité avec Donald Trump, qui lui aussi avait réaffirmé très très fortement l'engagement des États-Unis pour la sécurité de Taïwan. Et vraiment, par cette invitation à son investiture à l'envoyé de Taïwan, vraiment, Joe Biden a marqué son engagement. Je ne reviens pas par ailleurs, c'est un autre dossier, mais il y a aussi une continuité vraiment sur tout le dossier droits de l'homme vis-à-vis de la Chine, puisqu'on sait que l'administration Biden a maintenu la qualification de génocide par rapport aux Ouïghours en Chine. Donc,
Par ailleurs, donc sur la situation au Congrès, sur cette notion de convergence et de rapprochement, je voudrais insister sur un point, c'est que, et là, quitter un peu les démocrates pour les républicains, sachant qu'on est dans un Sénat à 50-50 et qu'il peut y avoir des événements, on en voit à chaque mandature, il peut y avoir une démission, un décès inattendu, etc., qui pourrait renverser cette majorité, en plus avec ce système aux États-Unis que dans la plupart des États, ce sont les gouverneurs qui nomment les sénateurs intérimaires, donc on peut avoir vraiment des changements très rapides avec une majorité à 50-50. Je voudrais dire que du point de vue des républicains, il y a quand même une mutation profonde qui est en train de se produire à l'intérieur du Parti républicain, au-delà de la personnalité de Trump, de ses excès, etc. Le Parti républicain est en train de muter vers une ligne, alors que ça demanderait beaucoup plus de détails, mais national, populiste, identitaire. Autrefois, le Parti républicain en matière de politique étrangère a été dominé depuis l'époque Reagan jusqu'à l'époque Bush Junior par un néoconservatisme dont on a vu les effets au moment de l'Irak. On n'est plus du tout dans ce contexte et on voit arriver de jeunes élus républicains, là, nombreux. Le caucus républicain, la conférence républicaine, au Sénat a été profondément renouvelée, qui en politique étrangère ont des positions assez surprenantes et tranchées. Premièrement, toujours le refus maintenant, contrairement au néoconservatisme traditionnel, le refus de plus en plus prononcé d'interventions militaires lointaines et longues, un sentiment vis-à-vis de la Russie qui est beaucoup moins négatif et beaucoup moins opposé. Par contre, et c'est là, alors là, pour aller sur le terrain convergence, et après je laisserai la parole à Laurence pour conclure, sur le terrain convergence au Congrès, il y a une fenêtre pour l'administration Biden, je pense, pour faire du consensus, pour fabriquer du consensus et de la convergence, c'est la Chine, précisément, et c'est peut-être pour ça que ça prend une telle importance. Un des seuls domaines où on voit une convergence, c'est l'hostilité à la Chine, qui reste forte chez les républicains, malgré la mutation que j'indiquais, aussi bien chez les anciens élus de tradition néoconservatrice, Mitt Romney, Lindsey Graham, et les nouveaux élus trumpistes, il y a quand même une convergence, c'est l'hostilité à la Chine, hostilité qui n'a pas peut-être les mêmes racines, elle est beaucoup plus économique, sociale et fondée sur les droits de l'homme du côté démocrate, et on retrouve un anticommunisme qui a repris une vigueur très très singulière chez les républicains pendant l'ère Trump, mais ça peut être, de ce point de vue-là, à mon avis, le champ de convergence au Sénat pour l'administration Biden, qui, dans l'hostilité à la Chine, peut trouver un soutien bipartisan qu'elle aura du mal à trouver ailleurs. Voilà. D'accord avec ce que vient de dire Corentin. Je pense que la Chine est en effet, mais on l'a dit pendant toute la séance, l'un des points sur lesquels les États-Unis peuvent refaire nation, ou en tout cas les élus américains. Un point sur Hong Kong et Taïwan. Donc oui, continuité. Même si sur Hong Kong, les États-Unis sont contents de laisser la Grande-Bretagne au premier plan, sur Taïwan, il y a une grande fermeté affichée pour l'instant, avec un risque d'escalade le moment venu. Enfin, je pense que la situation est quand même assez risquée autour du problème de Taïwan. Mais juste pour dire à quel point juste pour que nous réfléchissions à la manière dont on voit les choses, j'ai bien noté, Corentin, tu l'as dit, l'invitation de l'envoyé spécial de Taïwan à l'investiture de Joe Biden. Mais rappelons-nous, il y a 4 ans, il y avait déjà eu un micro-scandale parmi les millions de scandales quotidiens, pluriquotidiens de l'administration Trump. Rappelez-vous qu'il avait téléphoné à la gouverneure de Taïwan, que je ne dise pas de bêtises, mais il avait téléphoné, avant de téléphoner à Xi Jinping, donc premier coup de fil officiel, mes souvenirs sont un peu flous, mais à la représentante officielle, ou à la présidente de Taïwan. Vous vous souvenez de ça ? Et alors, je dis ça pour dire que je suis tout à fait d'accord pour dire que l'invitation de l'envoyé spécial est un signe de la manière dont l'administration Biden prend les choses au sérieux, etc. Mais il y a 4 ans, on avait crié à l'erreur de Donald Trump.
Et parce qu'on pense que c'était une erreur, que son staff lui avait pas dit qu'il fallait téléphoner à Xi Jinping d'abord, et ça avait fait un scandale. Mais voilà, c'est juste pour une petite mise en perspective. L'administration américaine a renoué avec sa diplomatie. Ce sont les mots forts de Laurence Nardon de l'Institut français des relations internationales qui a fait part malgré tout de sa grande surprise concernant le ton agressif employé par le président américain à l'encontre de Vladimir Poutine, qu'il a qualifié de tueur. Pour les experts interrogés par les sénateurs, la politique étrangère des États-Unis, comme on l'avait toujours connu avant la parenthèse Donald Trump, est donc de retour. Mais elle est à nuancer et à analyser au cas par cas en fonction des pays comme la Chine ou encore la Russie, où les relations bilatérales sont loin d'être au beau fixe, même avec Joe Biden. Voilà, merci de nous avoir suivis. L'actualité politique et parlementaire se poursuit sur Public Sénat.